On l'appelait le roi soleil du boulevard, le Molière de la Troisième République, le souverain du mot. C'est dire si Sacha Guitry cachait bien son jeu. Sous l'homme impressionnant, auréolé de succès, se dissimulait un être perpétuellement en recherche, qui vivait par la force des choses en marge d'une société dont il raillait les travers, comme pour mieux s'en protéger. L'on comprend pourquoi Sacha Guitry a laissé dans nos cœurs le souvenir d'un brillant homme d'esprit, d'un poète comique, d'un époustouflant magicien du verbe qui jonglait avec les mots, les bons mots surtout, dont il affirmait qu'ils étaient des choses sacrées que l'on n'avait pas le droit de garder pour soi. Prestigieux ambassadeur de l'humour français, Guitry nous séduit, nous charme, nous enchante et nous fascine, nous ensorcelle à jamais. Aussi ne faut-il point s'étonner qu'on joue encore si souvent ce bienfaiteur de l'humanité, pour le plus grand bonheur de ces inconditionnels, qui gardent en mémoire l'une des plus belles saillies du maître. Il y a des spectateurs qui ne manquent aucune de mes pièces. Je voudrais pouvoir en dire autant. On pose souvent cette question, pourquoi toi, un jeune acteur, un jeune metteur en scène, tu t'intéresses à Sacha Guitry mais parce que pourquoi est-ce qu'on s'intéresse encore à Molière? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse encore à Marivaux? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse encore à Beaumarchais? Pour moi, voilà, qu'est-ce qui reste du XXe siècle aujourd'hui, finalement? Qu'est-ce qui intéresse les gens? Quels sont les rares auteurs de la première moitié du XXe siècle qui intéressent encore le public aujourd'hui? Il y en a quelques-uns, mais je crois que le numéro 1, ça reste Sacha Guitry. La qualité du théâtre de Guitry, c'est qu'il est à la fois l'élève de Georges Feydeau, qui est un immense auteur de théâtre, un immense auteur de ce qu'on appelle le vaudeville, mais ça ne signifie rien aujourd'hui, c'est un auteur de comédie, de grande comédie, mais de mouvement, et en même temps un observateur. Je pense que c'est un observateur qui a emmagasiné beaucoup d'observations, qui a eu une époque où Guitry, qui pour nous est resté le verbe incarné, eh bien ne parlait pas, mais écoutait, et écoutait ces fameux maîtres qui ont été Jules Renard, Alphonse Allais, Octave Mirbeau, qu'il admirait infiniment, Tristan Bernard, Anatole France, tous les grands écrivains de cette époque-là, et qui étaient à la fois de grands écrivains, des penseurs, des philosophes, des critiques, de grande qualité, qu'il a emmagasiné, et c'était son don essentiel, c'était précisément pouvoir faire la synthèse de ce qu'il entendait, observer aussi ce qu'il a observé chez son père, et comme tous les grands, il s'est fait une philosophie de la vie, et vous savez, les philosophes les plus passionnants au théâtre sont les auteurs de comédie. Molière, bon, Molière n'est pas un tragédien, et Molière est plus philosophe que Racine et Corneille réunis. Il observe l'humanité, et l'humanité ne bouge pas. Et c'est pour ça que les grands auteurs comiques, Feydeau, Guitry, n'ont pas bougé, parce que leur observation, toute fine, qui n'a l'air de rien, on n'y pense pas. Quand on voit leurs pièces, on rit, on s'amuse, et on ne se dit pas, nous assistons à une leçon de philosophie, mais il en reste quelque chose. Quand on sort de là, il en reste quelque chose, et ça fonctionne, c'est très bien fait, c'est très habile. Et il a laissé indiscutablement sur 125 pièces, plus des petits essais moins connus, ou des pièces en un acte qui quelquefois n'ont pas été jouées, il a laissé 10 ou 15 très grandes pièces. Oui, je t'aime, mon Paris, ton amour est ton prix, et je vois quel bonheur que j'ai pris tout ton cœur, à ton tour veux du bien, puisque j'ai pris le tien. Que je t'offre le mien. Faisons un rêve. Sacha Guitry n'est pas mort. Il n'en est rien, hélas, mais notre roi soleil du boulevard est toujours si vivant qu'on le soupçonne d'avoir écrit pour lui-même « Rien n'est éternel, sauf peut-être le souvenir qu'on laisse ». Si je dois mourir soudainement, que ce soit au théâtre ou sur scène. N'oublions pas que l'agonie de notre adorable patron Molière a commencé sur le plateau. Il est mort maquillé, Molière. Quel est le comédien qui ne l'en dirait pas? En ce mois de juillet 1957, on rend un dernier hommage à ce souverain du trait qui, peu de temps auparavant, s'étonnait qu'aucun acteur ne se soit jamais éteint en disant à mi-voix « rideau ». Avenue Élisée-Reclus, la grande faucheuse, a eu le dernier mot. Déiste, le maître repose, l'âme en paix. Ne disait-il pas nier Dieu, c'est se priver de l'unique intérêt que peut avoir la mort. Et chacun d'évoquer le merveilleux magicien du verbe, le brillant observateur et l'infatigable travailleur qui, tout jeune, fit des débuts très prometteurs dans la caricature. C'est ainsi que nous apparaissent les grands de son temps, Anatole France, Edmond Rostand,
Georges Courteline et Tristan Bernard, déjà. Tristan Bernard, son grand complice. Ami de son père, Tristan Bernard, Anatole France, Auguste Rodin et bien d'autres illustres contemporains bercèrent la jeunesse de Sacha. Comme Sarah Bernard, qu'on voit ici dans La Dame aux Camélias, rôle qu'elle avait déjà interprété aux côtés de Lucien Guitry. Lucien Guitry, qu'on surnommait le sanglier des planches, avait fière allure et Sacha l'admirait. Combien de fois, dira-t-il, ai-je vu mon père découper un canard comme s'il jouait du violon. Mais Sacha ne vénérait-il point son père parce qu'il lui permettait de réaliser ses rêves les plus fous. Sacha naît à Saint-Pétersbourg, où Lucien et sa femme Renée résident en cette année 1885. 4 ans plus tard, ils divorcent et Renée obtiendra la garde des enfants. Cette décision affligera beaucoup Lucien qui, après plusieurs vaines tentatives de conciliation, n'hésitera point à braver la loi pour l'amour de son fils. L'enfant a été donc enlevé à sa mère, puisqu'au moment du divorce, c'est la mère, la maman Renée de Pongeste, Renée ex-Guitry, qui avait la garde des fils. Il y avait 2 fils, Sacha et Jean. Et Lucien, un jour, est parti en tournée en Russie, en emmenant son fils, en enlevant son fils carrément, le cachant dans le train. Et Sacha avait 5 ans. Et il dit, j'ai été, évidemment c'était très cruel de m'enlever à ma mère, mais j'ai été heureux et traité comme presque aucun enfant de cet âge n'a pu être traité à ce moment-là. Mais ce qui l'a beaucoup touché, c'est qu'il voyait son père sortir tous les soirs. Et un jour, il demande, à Saint-Pétersbourg, où ils étaient, en Russie, il demande à la femme qui s'occupait de lui, mais où va papa tous les soirs? Et elle dit, ben, il va gagner ta vie, il va gagner sa vie et la tienne. Ah bon, mais en faisant quoi? Ben, il va jouer. Et l'enfant dit, comment on peut gagner sa vie en jouant? Mais c'est formidable, moi je veux en faire autant. Et Lucien, qui était ravi de voir son fils dans ces dispositions, lui avait fait faire des costumes réduits, naturellement en réduction, les mêmes costumes que ses rôles, quand il jouait Ruy Blas, quand il jouait des personnages un peu classiques. Et en même temps, il l'a fait débuter. Et nous avons cette anecdote magnifique que Sacha a débuté dans une pantomime sur Pierrot, que jouait son père, et Sacha jouait un petit Pierrot enfant. Et la fin de la carrière de Sacha Guitry au théâtre a été dans Deux Bureaux, sa grande pièce, qui est une de ses merveilles, sur un Pierrot. Il a débuté à 5 ans en Pierrot, il a fini, pour ses adieux, il est mort à 72 ans, donc il devait avoir 69 ans à peu près, il a fini dans Pierrot. De retour à Paris, toujours plus proche de Sacha que de Jean, son frère aîné, Lucien tentera bien de jouer son rôle de père, mais Sacha, timide, hait l'école. Son seul but, à lui, c'est de marcher sur les pas de son père. Il était extrêmement puissant, Lucien, et c'était peut-être le premier, considéré comme le premier acteur, en tout cas moderne, de son temps. Et il pouvait intervenir, et il a dit « N'engagez pas mon fils ». Et en tout cas, ne l'engagez surtout pas sous son nom. Sacha a fait sa carrière tout seul, pas grâce à son père. Il ne faut surtout pas croire ça. C'est pas un fils à papa. Hein. On a entre eux cette scène que Sacha a, j'allais dire traduite ou retranscrite dans Deux Bureaux, au moment où Deux Bureaux fils dit « je veux faire comme toi, je veux être un mime comme toi ». Mais oui, d'accord, très bien, peut-être, si tu veux, mais sous quel nom tu vas jouer? Ben, sous le mien. Ben, le tien, c'est quoi? Ben, Deux Bureaux. Ah non! Parce que Deux Bureaux, c'est moi. C'est moi qui ai fait mon nom, tu vas pas l'abîmer. Et c'est ce qui s'est passé entre Lucien et Sacha. C'est pourquoi d'ailleurs il lui a donné, il lui a imposé, il l'a aidé à débuter dans un tout petit rôle dans son théâtre, qui était la Renaissance, et il lui a imposé le pseudonyme de Lorset. Courageusement, Sacha écrit en 1901 sa première pièce, Le Page. 3 ans plus tard, il rencontrera la charmante comédienne Charlotte Lisès, qui l'initiera à la comédie et qu'il épousera en 1908. La jeune femme fut bien involontairement la cause de la première des 3 profondes cassures qui jalonnèrent la vie de Sacha Guitry. Une fâcherie avec son père qui devait durer 13 ans.
Il racontait que c'est parce qu'un jour, il est allé chez Courteline entre une matinée et une soirée de la pièce, il jouait le beau Paris en costume grec, et qu'il s'est attardé à écouter la conversion d'Alceste, très joli 6e acte du Misanthrope que Courteline venait d'écrire. Quand on s'est aperçu que le temps avait passé, vite il s'est précipité dans un fiacre, et qu'en arrivant au théâtre où il était en retard et son père furieux l'attendait, et il a oublié la perruque dans le fiacre, ce qui fait qu'il avait le casque grec qui lui tombait sur le nez, et qu'il a fait rire tout le monde. Bon, Lucien lui aurait mis une amende énorme qui dépassait presque son mois, son traitement. Ils se sont attrapés très violemment tous les deux. Lucien lui a dit « c'est à prendre ou à laisser », Sacha a dit « je laisse ». En réalité, c'est pas ça du tout. Ça a été peut-être un prétexte, mais Lucien ne tolérait pas, ne supportait pas de savoir que quelques semaines avant, Sacha était devenu l'amant d'une de ses maîtresses de passage, Charlotte Lysès. Sacha Guitry est un homme de légèreté, et sa première grande pièce, son premier grand triomphe, quand il avait 20 ans, ça a été Nono en 1905, qu'il n'a pas joué lui-même d'ailleurs, au moment où il pensait qu'il ne pourrait pas jouer la comédie, qu'il avait été chassé comme acteur sous le nom de Lorcet, il avait été chassé de partout, d'abord par son père et puis par d'autres aussi, et un jour il s'est trouvé qu'il a dû remplacer au pied levé un de ses acteurs malades, et il s'est aperçu que dans son propre texte, il avait beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de tranquillité, beaucoup moins de trac, et ça n'a plus arrêté. Bon. Il avait un sens naturel de l'autorité, de la grandeur. Alors que c'est un acteur comique, léger, malgré un physique, c'est ce qu'il disait, d'ailleurs le paradoxe de Guitry. Le paradoxe de Guitry acteur est phénoménal. C'est un monsieur qui mesure 1,85 m, qui pèse la plupart du temps, sauf les dernières années de sa vie, qui pèse plus de 100 kilos, qui a une voix un petit peu comme cela, un peu artificielle et un peu pontifiante, et qui passe son temps à imposer des héros légers dans ses comédies, avec un physique à la Brialy ou à la Francis Huster d'aujourd'hui. Bon, hein, et tout à fait. Et bien, il impose. Et il disait mais je me sens à l'aise dans mon propre texte, et on peut tout faire passer quand on parle avec autorité. Elle bâillait devant moi. Je lui ai dit bye bye. 1919, Sarah Bernard et Georges Feydeau sont présents au mariage de Sacha Guitry et d'Yvonne Printemps. Il avait besoin d'une femme comme un écrin d'un bijou, dira plus tard Fernande Choisel, sa fidèle secrétaire. La nouvelle Madame Guitry, dont la voix est si pure qu'on prétend qu'elle a avalé des oiseaux, et son prestigieux époux, incontesté roi du théâtre, sont à l'apogée de leur carrière. Et comme il se doit, le maître impose Yvonne dans toutes ses pièces. De Chagrin d'amour à la jalousie, de Mozart à Faisons un rêve. C'est une grande pièce qui n'a l'air de rien. La première anecdote sur Faisons un rêve qu'on ignore, c'est qu'il l'a beaucoup joué avec Yvonne Printemps, il a tourné le film avec Jacqueline de Lubac, mais la créatrice, c'est Charlotte Lysès, car il a écrit Faisons un rêve en 1915, il était encore avec Charlotte Lysès, qui a beaucoup contribué à l'écriture des premières grandes pièces de Sacha. L'histoire en elle-même dure 3 actes, il y en avait 4 au départ d'ailleurs, et ce qu'on ignore aussi souvent. Il l'a coupé, je crois, à la 2e ou la 3e représentation, et ça n'a plus jamais été rejoué depuis, et il a eu raison. Ce qu'il y a de fabuleux dans cette pièce, c'est ce qu'il va dire aussi quand il va écrire « Je t'aime » quelques années après. Alors là, pour Yvonne Printemps, le monologue, il y a aussi un monologue final, mais là, ils sont deux quand même, ils sont dans les bras l'un de l'autre, et il dit « que je voudrais, c'est qu'on dise que dans cette pièce, que notre vie soit comme une pièce, et que le spectateur dise « mais dans cette pièce, c'est étonnant, il ne se passe rien. Sinon le bonheur. » C'est une peinture du bonheur. Eh bien, Faisons un rêve, c'est un peu ça. Offrir du bonheur était sa débauche, a fort joliment dit Kleber Edens de Sacha Guitry. Juste retour des choses, il connut 15 ans de bonheur avec Yvonne Printemps. L'on peut affirmer que leur séparation fut la 2e grande cassure de sa vie. Yvonne, c'est le symbole de la réconciliation de Sacha et de Lucien Guitry qui, venu sans l'en prévenir applaudir son fils dans 2 bureaux, lui concéda ce soir-là avec enthousiasme le privilège de s'appeler Guitry. Eh bien là, on a 2 bureaux qui n'est pas la création de 1919, mais qui est une reprise, je crois, de 1923 ou 1924, dans laquelle Yvonne Printemps joue non seulement la dame aux camélias qu'elle avait créée, mais le rôle du fils de bureau. On les voit à la fin de la pièce, là, au moment où Sacha va lui transmettre le flambeau. C'est une photo très étonnante. Avec quelle émotion on revoit ici Sacha Guitry lors de la dernière représentation de 2 bureaux en 1953, avec Michel François dans le rôle du fils.
C'est la grande scène du dernier acte de Bureau qui renonce au théâtre, mais va mettre son fils à sa place, et il le maquille lui-même à ce moment-là, en lui donnant ces fameux conseils, cette tirade que les comédiens connaissent tous par cœur, adore ton métier, c'est le plus beau du monde, etc. Et puis quand il lui parle du public, il lui dit je sais bien que on ne t'applaudira pas forcément parce qu'on n'est pas toujours reconnaissant. On est surtout reconnaissant envers ceux qui nous font pleurer et pas envers ceux qui nous font rire. Mais ça n'a aucune importance, va, laisse-le, ça ne fait rien. On oublie toujours ceux qui nous ont fait du bien. Bientôt, il jouera l'une de ses œuvres les plus célèbres, Mon père avait raison, avec son père. Le plus beau jour de ma vie, confiera alors celui qu'on nomme le roi de Paris. En ce triste mois de mai 1925, aux obsèques de ce père tant aimé, le roi aura du chagrin. Mais comme on le sait chez Guitry, l'amour est masqué. Aussi, faut-il le bien connaître pour savoir que l'homme dissimule, sous une apparente dignité souveraine, une noblesse d'âme peu commune. Personne à ce sujet ne nous a fourni de précision. Pourquoi ne choisirions-nous pas l'hypothèse la plus agréable? Je pense que vous êtes là et que cette âme, si merveilleusement douée, est une âme encore. L'on pense alors à Larbaud, son contemporain, qui écrivit « Toute noblesse vient du don de soi-même ». Quand on lui demandait, alors s'il voulait présider un gala, se présenter, venir gratuitement, il venait. Et ce qu'il faisait très souvent aussi, il organisait, c'était à la mode à ce moment-là, une vente aux enchères au cours de la soirée. Et généralement, c'est lui qui s'attribuait à lui-même l'objet qui avait été donné par quelqu'un qui payait très cher. Louis Gautier, c'est un comédien qui est devenu aveugle, qui avait joué surtout avec son père, et il a organisé un gala pour que Louis Gautier ait une retraite à l'époque où les acteurs n'avaient pas de retraite, une retraite décente grâce aux bénéfices de ce gala. Il était toujours partant. Là, vous avez le portrait qui était devenu son portrait officiel à la fin de sa vie, c'est-à-dire à partir de 42, puisque c'est un portrait qui date de 42, qui représente Guitry à sa table de travail. Et comme vous voyez, sa table de travail était en fait couverte de bustes. Un Balzac par Rodin, le buste à gauche était un buste de Musset, une grande main aussi de Rodin, un bouquet de fleurs, des petits tableaux. Et lui avait une toute petite place qui se réservait pour travailler, écrire, lire éventuellement. L'auteur inspiré écrit sans relâche. L'une de ses œuvres, Franz Hals, lui laissera un goût amer. Franz Hals, c'est une pièce sur l'admiration, sur la peinture. Il y a là-dedans un texte de Guitry fantastique et qui comporte beaucoup de prolongements. Le sous-titre est l'admiration. En même temps, Sacha, qui était un grand amoureux de peinture, un grand amateur et un grand collectionneur, parle de la peinture et des beaux-arts en général d'une façon magnifique. C'est une très belle pièce qui n'a jamais été rejouée depuis la création en 1932. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'à cette création, le trio était composé d'Yvonne Printemps, Sacha Guitry et un certain Pierre Freinet. Et que Pierre Freinet est parti avec Yvonne Printemps, ou Yvonne Printemps avec Pierre Freinet, comme vous voudrez, à la suite, après cette pièce. Et que Sacha Guitry n'a jamais voulu qu'on la reprenne de son vivant. Tout s'est endormi, c'est l'heure de l'oubli, le beau soir de fête est fini. Il a beaucoup souffert, il était très très amoureux, je pense, d'Yvonne Printemps, qui devait être en tout cas l'une des femmes qui a le plus compté dans sa vie, qui est en plus la femme de sa réconciliation avec son père. Donc c'est une femme qui a énormément compté pour lui. Pierre Freinet, c'était aussi son ami. Donc il s'est retrouvé lui-même sujet d'une de ses propres pièces. Comme il a pris, d'ailleurs, sa vie a servi de... Il disait toujours que sa vie servait de modèle à ses pièces, comme un peintre prend sa femme comme modèle. Il dit ça un petit peu dans Toa. Il dit, si notre femme a le nez de travers, on le fait droit. Et voilà, la vie de Guitry, évidemment. Mais quel est l'auteur qui ne se sert pas de sa vie privée pour écrire? En plus, en ce moment, dans la littérature, on s'est bourré de ça. Il y a une sorte de la biofiction, maintenant, c'est devenu très très à la mode. Et finalement, Guitry, il faisait un petit peu de ça. Mais il mélangeait, il brouillait les cartes. C'est pour ça aussi qu'il y a une incompréhension vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que c'est lui et à la fois, c'est pas lui. Il avait le sens du théâtre. Et pour lui, c'était aussi un défaut d'ailleurs, si vous voulez. Mais pour lui, la vie était un théâtre. Alors la vie est un théâtre, le théâtre c'est la vie. Il ne vivait que sur scène, en réalité. Sa vraie vie, c'était une vie d'acteur. Donc ce qui fait que tous les événements de la vie quotidienne, il avait une très grande facilité à les transposer
à les transposer en scène de théâtre. Certaines femmes disent « Ouais, Guitry, c'est misogyne ». C'est vrai que c'est un reproche toujours qu'on fait à Guitry, mais ça cache tellement d'amour. En fait, c'est une misogynie qui est gourmande. C'est une misogynie, je dirais, d'excitation. On peut y voir une certaine frustration, une certaine incompréhension, mais il s'en amuse toujours. Si c'était que de la misogynie, il n'y aurait pas d'humour derrière tout ça. Il a accumulé les réflexions qu'on rapporte encore aujourd'hui, et qu'il a d'ailleurs publiées dans des recueils comme Elles et toi, ou Les femmes et l'amour. Mais il finissait toujours par dire « Oui, on dit de moi que je suis contre les femmes, bien sûr, mais je suis tout contre. Et nous ne devons épouser que de très jolies femmes si nous voulons qu'un jour on nous en délivre. » N'épouse pas une femme qui a 20 ans de moins que toi, car c'est courir 2 risques, qu'elle te quitte ou bien qu'elle reste. Loin de s'appliquer ce conseil à lui-même, Sacha s'empressera d'épouser Geneviève de Séréville, après avoir divorcé de Jacqueline de Lubac, qu'il avait épousée en 1935. Fêtant cette année-là ses 50 ans, il assurait que Jacqueline ayant 25 ans, il était normal qu'elle devînt sa moitié. En 1949, c'est Lana Marconi qui l'épousera. « Tu seras ma veuve », lui dit-il. Elle le fut. Le fait de ne pas avoir eu la véritable affection de parents réunis, sa mère, il n'a pas eu de mère. Charlotte Lisès, qui avait 8 ans de plus que lui, et c'est énorme à l'époque. C'était une nouvelle mère, c'était une seconde maman. Et il l'a répété jusqu'à sa mort. Il disait, vous savez, c'est terrible de ne pas pouvoir se souvenir d'avoir une seule fois déjeuné à la même table que son père et sa mère réunis. Il a été imprégné, marqué. Il répétait souvent le mot d'Anna de Noah. Il disait ce que nous avons de plus profond en nous, c'est l'enfance. Ce qui nous marque à vie, c'est notre enfance, que je crois d'ailleurs aussi. Ce n'est pas une immense révélation. Et je pense aussi surtout qu'il a été très marqué par Lucien. Lucien, son père, lui, accumulait les maîtresses, ce qui n'a tout de même pas été le cas de Sacha, et avec un mépris de la femme colossal, que n'avait pas Sacha, parce que Sacha la considérait peut-être un peu trop comme un objet, mais en même temps, il était extrêmement flatté quand sa femme avait du succès à côté de lui, ou qu'on disait que c'est une bonne comédienne, ou une femme élégante. Donc, à la fin de sa vie, quand il faisait un peu le bilan, il disait... Oui, je crois qu'on peut s'aimer, qu'on peut se rencontrer très jeune, passer une vie d'amour ensemble, mourir peu de temps l'un après l'autre, mais j'y crois pas pour moi. Moi, je crois que je n'ai pas fait pour ça, et ça m'est pas arrivé en tout cas, et je le regrette peut-être un peu, comme il regrettait à la fin de sa vie, sans aucun doute, de ne pas avoir eu d'enfant. Mais, là encore, pour lui, l'enfant envisageable, ça ne pouvait être qu'un fils. Changer de goût que de changer de femme, puisque les femmes changent. Ce serait faire injure à Guitry que de ne pas dire qu'elles avaient en commun la beauté. Il les a toutes fait jouer. Alors il y en avait qui étaient comédiennes avant de connaître Sacha, Charlotte, Yvonne Printemps, de Lubac un tout petit peu, mais Geneviève et surtout Lana, c'est lui qui a insisté pour qu'elle soit comédienne à son côté. Il avait besoin d'une compagne jusque sur scène. C'est vrai aussi que beaucoup se lassaient. Elle l'aimait bien, toutes, mais au bout de quelques semaines ou quelques mois, elles en avaient un peu assez. Parce que c'est un homme qui se donnait entièrement à son œuvre. Bon, et vous savez, quand on est écrivain, metteur en scène, acteur, cinéaste, qu'on reçoit, car il recevait beaucoup, qu'est-ce qui reste comme temps? Je travaille. Il est 9h et c'est servi depuis déjà 20 minutes. Et je travaille toujours. Travailleur acharné, Sacha Guitry bouda le cinéma naissant. Alors qu'en ce 19e siècle agonisant, on s'enthousiasmait pour l'invention des frères Lumière, il proclamait haut et fort que ce qu'on ne tardera point à appeler le 7e art n'était que du théâtre en conserve, sans vitamines, du guignol à l'usage d'adultes attardés. Ainsi fut-il parmi les rares spectateurs à ne point s'esclaffer à l'arroseur arrosé. Sacha était l'homme du verbe, indiscutablement. C'est la parole, la parole qu'il manie admirablement, avec laquelle il jongle. C'est un jongleur de mots, Sacha Guitry. Alors, quand le cinéma est muet, qu'est-ce qui lui reste? Rien. Il lui reste l'image. Bon, l'image, on sait très bien. Alors il dit... Et d'ailleurs, il a été un des premiers cinéastes extrêmement importants, un des premiers cinéastes réalistes, si j'ose dire, avec Ceux de chez nous, qui est un reportage. Alors ça, il a trouvé que le cinéma avait un grand intérêt
pour le reportage. Et il a gardé lui-même, il a tourné en 14, il a tourné un film d'1 heure dans lequel il tournait les grandes gloires de l'époque, Maître Henri Robert, le meilleur avocat, Saint-Saëns, un des plus grands musiciens, Rodin, Renoir, excusez du peu, Degas. Grâce à lui, on a une image animée de Degas. Bon, Sarah Bernard, bien sûr, son père. Et puis après, il l'a projeté dans une salle et il commentait les images muettes. Donc, il était tout de même cinéaste dès 1914. Et quand le cinéma s'est mis à parler, tout d'un coup, M. Guitry a dit « Mais alors, attention !» Et pas tellement seulement pour mettre ses pièces en conserve, comme on a dit, oui, il met ses pièces en conserve, ce qui lui permet d'avoir des milliers, voire des centaines de milliers de spectateurs qu'il ne peut pas avoir au théâtre. Mais il ne pensait pas à ça, car ses premiers films, ça a été quoi? Son premier film personnel, ça a été Bonne Chance, qui est un texte écrit spécialement pour le cinéma, un grand texte, un texte amusant comme tout, Sacha s'amuse, un peu dans l'esprit du roman d'un tricheur. Et il a filmé aussi, ce qui reste peut-être son plus grand film de la vie universelle des grands cinéastes du monde entier, c'est le roman d'un tricheur, qui est une adaptation filmée de son unique roman, qui est un chef-d'œuvre, très bref, très court, mais un vrai roman, Les Mémoires d'un tricheur. Eh bien, c'est un grand film, et ça devient pratiquement un film muet, c'est ça qui est extraordinaire, ce roman d'un tricheur. On voit les personnages, ils ne parlent pas. Et c'est Sacha qui commente tout le film, c'est la voix de l'auteur, qui joue le rôle principal, qui commente tout le film pratiquement du début à la fin. Je crois qu'il a laissé 3 phrases à Marguerite Moreno, parce qu'il l'aimait bien. C'était une vieille amie. Bon. Et Orson Welles, un des tout premiers, a été enthousiasmé. Et puis à côté de cela, il y a effectivement les grandes pièces. Grâce au cinéma, nous voyons Sacha dans Faisons un rêve, dans Quadrille, dans Pasteur même, qui est une pièce très très dure, qu'il avait écrite pour son père. Et quand Lucien Guitry est entré en scène, la première fois, la fille de Pasteur a fait « Oh, papa !» Et Sacha, qui était à côté, lui a fait « Non, papa !» On lui a posé la question, on dit « Mais alors, vous n'aimiez pas beaucoup le cinéma avant, et maintenant ?»« Maintenant, dit-il, je m'amuse prodigieusement. » Vous n'allez pas chanter, je pense. Caviar. Qui l'entre? Galantine. Farci. Quoi, farci? Bah, Qui? bah, Qui, je vous demande? bah, Et puis? la dandise. Et enfin? Éclair au café. Le tout baigné de larmes. Allons, retirez-vous, Maria, retirez-vous. Ayez honte. Pauline Carton, je continue à me demander si ce que j'admire le plus en vous, c'est votre talent ou votre intelligence. Pauline Carton, vous avez été l'une des interprètes préférées de Sacha Guitry. Oh, il était très gentil, il me mettait dans toutes sortes de ses pièces. Je faisais généralement la bonne qui passe dans le fond ou la cuisinière qui a oublié un plat. Toujours des femmes de ménage. Je ne sais pas faire le ménage. Toujours des cuisinières, je ne sais pas faire la cuisine. Est-ce que vous aimeriez revoir un extrait de l'un des films, des nombreux films que vous avez tournés? Non. Vous voudrez, n'est-ce pas, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Bah voyons, ça ne se demande pas. Mais si, justement, ça se demande. Alors disons que ça se refuse pas. Et tenez, je vous le jure, là, comme l'ont juré tous les menteurs qui sont venus s'appuyer à ce petit balcon. Je vous dispense de toute réflexion. C'est dans une façon de vous recevoir. Ne m'en parlez pas. Et Pauline Carton, bien sûr, et Jeanne Fusilier-Gire, tout à fait, qu'il a employé ensemble ou alternativement chaque fois qu'il le pouvait. Ça s'explique dans le cas de Fusilier-Gire, c'est qu'il a rencontré Jeanne Fusilier-Gire à 15 ans dans un cours d'art dramatique. Et elle était la seule, jusqu'à sa mort, qui pouvait tutoyer, sauf ses épouses naturellement, mais qui tutoyait le maître. Et puis, il a eu tous les comédiens qu'il admirait. Il admirait beaucoup Gaby Morlet, il admirait beaucoup Michel Simon, bien sûr. Et tous les autres, il faudrait citer toutes ces distributions. Elvire Popesco, qui a été une immense comédienne, immense belle. Et tous les hommes, regardez la distribution des 9 célibataires, qui est un film charmant, adorable, un film à sketch, au fond. Il y avait tout le monde, Marguerite Moreno, et tous les grands, Victor Boucher, Saturnin Fabre, tous, ils ont Max Darly, tous les grands de l'époque, André Lefort, c'était les plus grands acteurs du boulevard, à ce moment-là, c'était des vedettes. C'était tous des vedettes, et ils les engageaient pour 2,50 francs d'ailleurs, mais on se battait pour aller jouer chez Guitry. Le château de Bagatelle a servi de cadre à certaines scènes du film que Sacha Guitry réalise actuellement sur Napoléon. Au cours de celle-ci, Luis Mariano a chanté Plaisir d'amour,
Michel Morgan a été Joséphine de Beauharnais, tandis que le rôle de Bonaparte était tenu par Daniel Gélin. Christian Jacques m'en a beaucoup parlé. Il a été son cinéaste en second pour Les Perles de la Couronne. Et il me dit, mais c'était extraordinaire, Guitry, parce qu'il ne savait rien sur la technique, justement. Et puis il disait, mais qu'est-ce que c'est là? Vous avez une grande perche là, mais ça sert à quoi? Ah bon, bah d'accord, bah alors attention qu'on ne voit pas trop l'image quand même dans le plan. Hein. Et puis vous, là, il y a une énorme grue, mais vous allez faire quoi, etc. Mais on va, et Christian Jacques disait, mais on va pouvoir avoir un plan d'ensemble de la foule s'avançant à la cour. Ah, c'est une bonne idée, ça. Et si on faisait ceci? Et tout d'un coup, il avait lui-même une idée nouvelle, et on la réalisait. Parce qu'il obtenait tout. Il était tellement gentil, tellement courtois, tellement poli. C'était un roi, mais en même temps un roi qui avait cette... On dit que Louis XIV se découvrait devant les femmes de chambre. Eh bien, Guitry l'imitait, mais c'était très sincère. Je ne sais pas si ça l'était du côté de Louis XIV. Il avait beaucoup d'affection, et il aimait avoir autour de lui une équipe de gens qui le comprenaient, avec lesquels il travaillait comme avec des amis. Et il obtenait tout, justement des techniciens. Il obtenait des choses quelquefois qu'un autre n'aurait pas obtenues. Oh, les gens lui auraient dit, écoutez, c'est difficile à faire, il va nous falloir des jours et des jours. Mais non, mon cher ami, vous allez voir, on va en parler ensemble, etc. Et paf, et c'était fait dans la demi-heure ou dans l'heure. C'était extraordinaire. Il y a des films historiques qui sont des petits régals, comme les Perles de la Couronne, ou même Le Diable boiteux, et avec des scènes d'anthologie qui sont moins connues que Si Versailles m'était compté, mais qui sont peut-être même, enfin pour moi, je les trouve supérieurs encore, parce que un tout petit peu moins didactique, justement, où il s'amuse un tout petit peu plus, mais il raconte l'histoire de France à sa manière. Évidemment, il y a des à peu près, il y a des... mais d'un autre côté, pour celui qui ne connaît rien à l'histoire de France, s'il regarde un film de Guitry, même si tout n'est pas absolument rigoureusement exact, il aura appris beaucoup de choses et il se sera amusé en même temps. Il avait le même esprit qu'Alexandre Dumas, qui l'avait beaucoup frappé dans sa jeunesse, Alexandre Dumas père, qui disait, je ne suis pas un historien non plus, j'écris des romans autour de l'histoire. Bon, et il a été impressionné beaucoup par Rostand. Edmond Rostand, qu'il a bien connu. Et Rostand, c'est pareil. Rostand, dans Cyrano, est à la fois extrêmement imprégné de la réalité telle qu'on pouvait la connaître du XVIIe siècle et de la vie du vrai Cyrano. Mais en même temps, il écrit son scénario à lui, qui n'a pas grand-chose à voir avec la vie du véritable Cyrano de Bergerac, mais qui en même temps donne envie de connaître le véritable Cyrano. Donc c'est la qualité de leurs œuvres, justement, qui permettent de vulgariser, comme l'Aiglon. Bon, l'Aiglon de Rostand n'est pas strictement conforme à la réalité historique, mais donne envie de connaître le sort de ce malheureux fils de Napoléon Ier. Eh bien, les films de Sacha, c'est pareil. Il y a des extravagances, bon, il y a des raccourcis, il y a des schémas. Bon, mais en même temps, il y a des scènes tellement spirituelles, tellement drôles, tellement bien, qu'elles donnent envie. Regardez Versailles. Quand Versailles est sorti, on a craché sur Versailles. Il y a eu une campagne de presse honteuse dans le Figaro, pour ne pas le nommer, Figaro littéraire, disant c'est une honte, n'est-ce pas, d'avoir mis l'argent de la France, d'avoir mis notre plus grand musée, notre plus grand bâtiment historique à la disposition. Il y a eu une interpellation à l'Assemblée nationale, et on a répondu, mais premièrement, on n'a pas mis l'argent de la France à la disposition de M. Guitry. C'est lui qui a payé très cher la location du château. Par-dessus le marché, il a donné tous ses droits d'auteur, toutes ses recettes personnelles pour la conservation du château de Versailles. Et il a amené à Versailles une quantité gigantesque de nouveaux visiteurs qui n'y seraient pas allés sans lui. J'aime beaucoup l'homme Guitry, parce que c'est comment ne pas aimer un homme supérieurement intelligent. C'est vrai qu'il est parti tellement dans tous les sens. Il écrit des pièces sentimentales, il fait des pièces historiques, il fait De Bureau, qui reste un chef-d'œuvre incroyable. Moi, quand je lis De Bureau, j'ai des frissons. Il écrit la comédie, il écrit des œuvres beaucoup plus sombres. Il va écrire des œuvres sur une pièce sur un peintre, sur un auteur. Et voilà, c'est un homme qui goûte le verbe, et pas seulement le sien, et il a envie aussi de mettre en avant l'œuvre des autres. Ce portrait d'enfant est extrêmement important dans la vie de Sacha Guitry, parce qu'il a toujours été considéré par lui comme le fétiche de la maison, le porte-bonheur. C'est un enfant en costume d'amour, en costume de Diane, si l'on veut, enfin c'est l'amour et sa flèche plutôt, qui date de la fin du XVIIIe siècle, un peu dans l'école des Vandelot. Et il est amusant, cet enfant, parce qu'il obéit à ce qu'on appelait la loi de frontalité, qui a été inventée par Léonard de Vinci, dit-on. Il vous regarde, quel que soit l'endroit où vous vous placez, l'enfant vous regarde.
il vous suit, il vous accompagne du regard. Et c'est un tableau qui a joué pour la première fois dans le décor de Mon père avait raison, à la création de Mon père avait raison, avec Lucien Guitry, au moment où le personnage incarné par Lucien Guitry, qui sera repris par Sacha dans son film, dit voilà, j'ai le portrait de mon arrière-grand-père que j'ai retrouvé. À la mort de Lucien Guitry, Sacha a pris ce tableau et s'en est servi chaque fois qu'il le pouvait dans ses pièces, dans les décors de ses pièces et dans les décors de ses films. On le retrouve dans Versailles, on le retrouve dans Napoléon, on le retrouve dans Talleyrand. Une chose qui me touche beaucoup en lui, en dehors de l'écriture, la qualité de l'écrivain, c'est cette espèce d'amour, cette passion, un peu infantile même aujourd'hui, aux yeux du public d'aujourd'hui, hélas, pour la France. C'est un homme, il était cocardier. Il était ce qu'on appelait, aujourd'hui on n'emploie plus cette expression, cocardier, c'est l'amour de la cocarde, ça veut dire l'amour du drapeau. Alors le drapeau est tricolore, bon, donc ça pourrait être une cocarde blanche, si le drapeau était blanc, c'était celui des rois, mais bon, ou bleu, enfin bon. Il aimait son pays profondément, il aimait l'histoire de France, justement, il a tourné ses films sur l'histoire de France à sa façon, mais en même temps il l'apprenait avec les autres, il l'enseignait aux autres, et il a écrit cet album qu'il voulait appeler de 1429 à 1942, mais dont le titre était de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain. Et c'était un hymne à la gloire de la France. Il avait demandé à tous les grands écrivains de l'époque, à tous les grands dessinateurs, y compris Picasso, hein, de faire un dessin, d'écrire un texte sur un grand moment de l'histoire de France, un grand homme. Et l'album est une merveille. Mais il l'avait présenté à Pétain, justement, et Pétain lui avait dit « Mon cher Sacha, dans votre intérêt, ne l'appelez pas comme ça. » Et la réaction de Guitry avait été quoi? Mais monsieur le maréchal, car comme 80, au moins 10 ou 15% des Français dans les années 42, après ça allait basculer, mais croyaient au maréchal Pétain, pensaient qu'il avait quelque part, non pas sauvé la France, puisqu'elle était vaincue, mais amorti un peu le choc, évité certaines choses. On ignorait complètement les problèmes avec les Juifs. Ils sont venus après. Bon. Et il était resté, à tort ou à raison, le héros de Verdun. C'est un grand homme, c'était le maréchal de France. C'est pas un maréchal de France, ça signifiait quelque chose. Alors, Sacha lui a répondu, mais monsieur le maréchal, j'ai pour vous la plus grande admiration. Je ne vois pas pourquoi je vous enlèverai de mon titre. Et ça a été une des grandes raisons pour lesquelles il a atterri en prison en 1944. Sous la botte allemande depuis 4 ans, la population de Paris vit les derniers jours de l'occupation. Sacha s'en réjouit. Pas un seul instant, il ne succombe à la peur qui tétanise toujours les consciences. Certes, il sait que certains ne lui pardonneront jamais d'avoir écrit en 1941 dans La France au travail. Il n'ignore pas qu'il figure en bonne place depuis 1942 sur la liste publiée par l'hebdomadaire américain Life, qui répertorie les personnalités vouées à l'épuration quand la France sera libérée. Mais il a sa conscience pour lui. Rien ne peut lui arriver. Comme pour le cinéma 50 ans auparavant, il se trompe et ce sera pour lui la 3e grande blessure de sa vie. C'est un roi qui tombe de son trône. Il n'a pas compris. On l'arrête et il dit « Mais enfin, de quoi m'accusez-vous? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et en face de lui, il rencontre des gens qui l'insultent, mais qui sont incapables d'ouvrir un dossier. Et chez son premier juge d'instruction, il voit dans le dossier, il le regarde à l'envers et il voit « Hérongie ». Et si vous tournez le papier, Hérongie, c'est ignoré. Motif de l'arrestation, ignoré. S'il avait eu vraiment quelque chose à se reprocher, il ne s'en serait pas sorti avec un non-lieu. C'était assez sévère à l'époque, l'épuration était assez dure. Le juge a été jusqu'à demander si quelqu'un a quelque chose contre Sacha Guitry, tellement le dossier était vide, si quelqu'un a quelque chose contre Sacha Guitry, qu'il se fasse connaître. C'est quand même une justice quand même un petit peu paradoxale pour être gentil. Il a eu une activité autant qu'il pouvait en avoir une. C'était l'activité de l'homme qui ne cesse pas son travail, qui, quelque part, obéissait, mais comme les boulangers, les charcutiers aussi, quand ils avaient de la nourriture, au maréchal Pétain, reprenons le travail. Et pour lui, reprendre son travail, puisqu'il se considérait à tort ou à raison comme un peu un représentant de l'esprit français, l'esprit parisien, c'était prouver que l'esprit parisien, l'esprit français existait encore. Pendant toutes les années 30, 20, 30, il a régné sur les scènes de Paris. Alors... au bout d'un moment, ça crée des jalousies. Moi, je pense que quand il s'est servi des relations, des facilités, en tout cas de rencontres qu'il pouvait avoir avec le pouvoir de l'époque, il s'en est toujours servi pour essayer de sauver des gens. Ténac jouait avec lui.
Et Ténac, qui avait 20 ans ou 25 ans à l'époque, est requis pour le STO, service du travail obligatoire. Il veut partir en Allemagne, pour l'Allemagne. Il le dit à Sacha lui dit « Mais il n'en est pas question, cher Maurice, vous allez rester avec nous, vous allez jouer, etc. » Et il s'est déplacé, il est allé lui-même, Sacha, à la Kommandantur, ou je ne sais pas où, en disant « Mais vous ne pouvez pas me prendre, cet acteur. J'en ai absolument besoin. S'il n'est pas là, on ferme le théâtre, donc vous enlevez de la vie à 15 personnes, aux techniciens, aux machinistes, à l'administration, aux autres acteurs. Et il s'est tellement bien entremis que Ténac est resté. Et Ténac dit, quelque part, il m'a sauvé la vie, parce que, au fond, j'avais été arrêté, il ne savait pas trop pourquoi, il ne savait même pas que c'était pour le STO. On l'avait arrêté. Et il dit, j'aurais très bien pu être un résistant et avoir mis une bombe. Et il venait pour se porter garant de moi, sans savoir même pourquoi j'étais arrêté. Et il l'a fait pour beaucoup d'autres. Il l'a fait pour d'autres. Quand Tristan Bernard a été arrêté, il est allé, il a dit, mais arrêtez-moi à sa place. Alors évidemment, il bénéficiait à cette époque-là d'une chose énorme. Il était le plus en vue du théâtre français. Il était président de l'association des acteurs, président de l'association des directeurs de théâtre, il co-dirigeait la Madeleine, président, je crois, de la Société des auteurs aussi, et il était extrêmement admiré depuis toujours par les Allemands. Or, il n'avait jamais voulu, entre 1918 et 1939-40, il y avait une période de paix. Bon, que je sache. Donc, où il y avait des tournées, beaucoup de tournées à l'étranger. Il n'a jamais voulu aller jouer en Allemagne. Et même Courteline, ce cher Courteline, qui était aussi très patriote, lui avait écrit une lettre avant sa mort, en 26 ou 27, en lui disant, cher Sacha, c'est fini maintenant, nos histoires avec l'Allemagne, c'est terminé. Pas tout le monde croyait que c'était fini, alors que ça ne faisait que commencer. Et vous pouvez y aller. Enfin j'ai reçu un coup de fil d'un impresario, vous êtes demandé à Berlin. Cher Courteline, j'irai jouer à Berlin quand il y aura sur la Grand Place une statue de Molière. Il n'a jamais voulu. Et son œuvre, même pendant l'occupation, au moment où il jouait à Paris, il a interdit qu'on joue ses œuvres en Allemagne. Il pouvait le faire à titre d'auteur. Il a dit, je n'autorise qu'une chose, c'est les représentations dans les camps de prisonniers français. Mais il le savait, il bénéficiait d'une grande admiration de la part des Allemands, mais il en profitait à chaque coup, et ça on a toutes les preuves historiques, hein. Tous les dossiers, moi je les ai vus. Il en profitait pour demander un service, et jamais pour lui, parce qu'il lui était à l'abri. Il a fait libérer des prisonniers français. Et seulement l'idée, c'est toujours pareil, nos activités humaines sont toujours à double sens. La nouvelle s'était répandue dans Paris que M. Guitry pouvait obtenir des Allemands presque tout ce qu'il voulait. Conclusion, c'est l'ami intime des Allemands. On l'avait arrêté parce qu'il était l'homme le plus voyant de Paris, alors que vous aviez des gens comme Jean Cocteau, Marcel Achard et bien d'autres qui avaient occupé des postes importants, qui étaient des hommes de théâtre, de cinéma très importants, qui avaient vu beaucoup plus d'Allemands que lui, et qui, eux, s'en sont sortis à peu près tranquillement. Guitry a été battu, frappé, il a eu les coups de pied au cul, on l'a fait descendre contre le mur en lui disant « fais ta prière », il a eu le revolver sur la tempe. Il a toujours manifesté une très grande dignité, paraît-il, dans ce cas-là, mais il était, au fond de lui-même, bouleversé. Il a fait 60 jours de prison. On l'a empêché de travailler pendant 2 ans. Il est ressorti très diminué, il est ressorti très affaibli moralement. Parce que, à ce moment-là, lui, chez lequel on se battait pour entrer, pour être reçu, tout le monde lui a tourné le dos. On lisait Guitry, vous vous rendez compte, Guitry est arrêté, Guitry va y passer, on va le fusiller, on va le condamner au pire, ça va être Brasillac, ça va être... Alors Guitry, il ne faut surtout pas qu'on dise qu'on a connu M. Guitry. Et il a eu des secrétaires, justement, qui se sont employés pour faire signer des pétitions en sa faveur. Personne ne voulait les signer, même les gens qui l'avaient fait travailler, les comédiens, etc. Non, on ne connaît pas M. Guitry, non. Et il était au courant de tout ça, il a été blessé, mais mortellement, je dirais, beaucoup plus par les réactions extérieures que par son arrestation. C'est la chose qui a brisé sa joie de vivre, je dirais, une sorte d'insouciance qu'il y avait toujours chez lui, sa légèreté. Ça a donné d'ailleurs dans son œuvre un virage qui est très intéressant. Évidemment, ça a donné des œuvres plus noires, comme La Poison,
avec des œuvres toujours d'humour, mais ça a donné oui, un humour noir dont peut-être La Poison ou Assassin et voleur sont des illustrations. Il s'est intéressé à autre chose que le couple. Ça a été une vraie cassure terrible. Ça a accentué son côté amer par rapport à l'humanité. Dans La vie d'un honnête homme, la comédie est vite éclipsée par, le drame est un grand mot, mais par l'observation philosophique de l'humanité, de l'individu, des couples, des familles, qui est une observation très, très amère, très dure. Mais son observation est très juste. Très juste. Vous savez, quand il fait chanter à Mouloudji le film de 52, je crois, La vie d'un honnête homme, ou 53, il fait chanter la fameuse complainte par Mouloudji. Ce sont quasiment les mêmes mots que dans Mon père avait raison, qui est de 1919, sur les amis, la famille. Il dit, bon, là, les amis, c'est très bien, mais il ne faut pas en avoir besoin. La famille, on n'en est pas responsable. Bon, la femme, un mardi, elle vous aime, comme chante Mouloudji, le mercredi soir, elle vous aime plus, et elle n'en sait rien souvent elle-même, etc. Il reste pas grand-chose. Et ben, c'est la leçon aussi de Mon père avait raison. Le père dit à son fils, tu sais, la vie est très belle. Les hommes, faut pas les regarder. Les hommes sont pas intéressants. Mais la vie est belle. Il faut passer, il faut traverser, il faut s'en moquer. Rien n'est grave, c'est dans Mon père avait raison, en dehors de la mort des autres. Mais rien n'est grave autrement. Rien. Alors oui, les amis, la famille, oh, bah, après tout, oui, bien sûr, faut pas en avoir besoin, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Amusons-nous. C'est la conclusion d'un philosophe qui est revenu de tout et qui dit quand même, la vie est très belle. Et c'est ce que Sacha écrira aussi dans Lettre à mon fils, dont je vous parlais tout à l'heure, en lui disant, mais tu sais, ne t'inquiète pas, tu pourrais dire, mais alors c'est ça la République, alors c'est ça la justice, alors c'est ça la liberté, alors c'est ça l'humanité, alors c'est ça l'amour. Ça n'a aucune importance, la vie est belle, passe la tête haute, c'est toi la vie, c'est toi l'avenir. C'est formidable. C'était quelqu'un qui s'interrogeait beaucoup, non seulement sur les autres, mais d'abord sur lui-même, qui se regardait beaucoup dans une glace, mais pas du tout pour s'admirer. Et il l'a dit d'ailleurs, il l'a écrit dans Toute réflexion faite, que je recommande parce que c'était juste après ses ennuis de la Libération, et il a voulu se faire l'avocat du diable en disant quelles sont mes qualités et mes défauts. Et il dit je comprends très bien pourquoi je peux être exaspérant pour certaines personnes. Mais vous savez, contrairement à ce qu'on raconte, Monsieur Moa, évidemment, j'écris mes pièces et je les joue. Et je les mets en scène. Et je tourne mes films. Bon, effectivement, je suis obligatoirement en avant, puisque je fais cela. Mais d'un autre côté, le théâtre est pour moi un exutoire et une occasion de me transformer. Parce que, voilà la phrase exacte, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je n'ai jamais été satisfait de mon physique. Parce qu'il dit, j'ai le physique d'un tragédien, j'ai le physique de mon père, qui était un acteur dramatique. Lui, il voulait surtout donner le sentiment du bonheur en scène. Et ça lui a été beaucoup reproché. On a dit, M. Guitry est un homme heureux, qui est milliardaire, qui a tout ce qu'il veut, toutes les femmes, toutes les plus belles femmes, qui ne connaît pas le malheur. C'était complètement faux. C'est un homme qui a eu beaucoup de souffrances physiques, ce qu'on ignore souvent, non seulement à la fin de sa vie, mais pendant toute son existence. Il a souffert très tôt de crises de rhumatisme abominables. Il ne pouvait pas prendre un bain de mer, par exemple, sans quoi ses genoux doublaient immédiatement de volume. Il faut dire aussi qu'il, bien entendu, il avait une lourde hérédité. Son père est mort cardiaque à 65 ans. Et Sacha, lui-même, ne prenait pas d'autre exercice que le théâtre, que la scène. Alors un médecin, un jour, lui a dit, vous savez, vous prenez pas de vacances. Mais il dit, les vacances, ça sert à quoi? Pour moi, mes vacances, c'est quand je suis sur scène. Et on lui avait prédit qu'il finirait dans la petite voiture, dans un état catastrophique, et c'est ce qui s'est passé. Il est mort squelettique, était dans un état catastrophique, le pauvre Sacha. Il a donc souffert, mais avec beaucoup de courage. Voici un tableau qui montre Sacha Guitry au prologue de son dernier film, Les Trois font la paire. Il s'était installé, il avait cette robe de chambre, cette espèce de robe d'intérieur vert et beige, et les lunettes. Il avait laissé pousser sa barbe pour des raisons de maladie, on lui avait arraché toutes les dents. Il avait une poussée de boutons terrible, il était plus maigre que sur cette image d'ailleurs. Et derrière lui, il avait un buste de Jean-Jacques Rousseau. Et puis ce fameux tableau fétiche qu'il avait fait, dont l'original est là, qu'il avait fait installer près de lui aussi. Il tenait beaucoup à ce que le prologue de son film, il y ait le tableau fétiche. Et à ce prologue, nous le voyons, nous l'entendons téléphoner à Albert Wilmetz, qui était le grand ami de sa jeunesse, et lui dire des choses très aimables. C'est une sorte de testament, il va mourir quelques semaines après. Il est des images qui marquent.
Celle de Sacha Guitry tournant sur la place du Tertre en compagnie du trio et de Paul Faure, son monumental Si Paris m'était compté, en est une. On pressent que se référant à Rabelais, l'homme ne tardera point à nous dire « Tirez le rideau, la farce est jouée ». On craint pour la vie de l'éblouissant acteur de 50 ans de vie parisienne qui, bien que n'ayant jamais cessé de jouer, était parvenu à si bien cacher son jeu. Mais il en est une autre, bouleversante. Le soir de la première du film, à l'Opéra de Paris. Ce soir-là, chacun, en gagnant sa place, songe à De Bureau. Tu fus un modèle exemplaire, n'ayant jamais connu qu'un maître, le public, et n'ayant eu qu'un but, lui plaire. Quel autre auteur du XXe siècle a été un acteur, un metteur en scène, un directeur de troupe, et donc un écrivain de théâtre? Il n'y en a pas. Il est donc, toute proportion gardée, le Molière du XXe siècle. Puis le plus bel hommage, c'est surtout le fait qu'on reprenne ces pièces, que des plus grands acteurs français reprennent ces pièces, qu'on le joue, et qu'on enregistre un tel succès. Ce théâtre vit. C'est très important. À un moment, à la mort de Guitry, on a pensé que Guitry serait au purgatoire et peut-être qu'il s'en sortirait jamais. Et puis finalement, c'est lui qui s'en sort le mieux. Est-ce qu'il est au purgatoire ou au paradis? Sacha? Où est Molière? Il est à côté.